Bonjour à toutes et à tous. Avant qu'on se plonge dans ce 20e épisode de la saison 7 de Vue du Banc, petit rappel pour le média, l'appli qu'on a lancé, Cop Arena, qui est dispo désormais depuis un peu plus d'un mois et sur laquelle on publie beaucoup de contenu. Je vous donne juste un petit programme à venir dans la semaine qui vient là. Alors aujourd'hui, ce mercredi, il y a un Data Focus d'Ismail Afoud qui est très très intéressant. Vendredi, il y aura un nouveau format qui concerne la Ligue 1 que je signerai moi-même. C'est Raphaël Cosmidis, donc j'espère que vous appréciez, sinon ça ne vous donne pas envie de vous abonner. Jeudi, il y aura côté émission audio la quatrième épisode de la saga Nantes consacré à l'épopée 95-96 où ça perd en demi-finale contre la Juve. Et puis la semaine prochaine, il y aura le deuxième épisode de Tout simplement Ligue 1, le deuxième épisode du Milieu Parfait et un nouveau format d'entretien qu'on ne vous a pas encore révélé mais qui, je vous promets, sera vraiment vraiment sympa, notamment le premier invité. Voilà pour vous, j'espère que vous allez nous rejoindre et maintenant, c'est Vue du Banc. Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. C'est donc parti pour le 20e épisode de la saison 7 de Vue du Banc et on va parler Ligue 1 en cette fin de mois de janvier. On est à peu près à la mi-saison, 21 journées ont été jouées, la Ligue 1 est plus serrée que jamais, en tout cas depuis quasiment 10 ans, puisque 3 équipes, peut-être plus, vont se jouer le titre. Et on va en parler avec les deux tauliers habituels, Norbert et Daguette. Je vais d'abord saluer Norbert, Florent Tonuti. Salut Florent. Salut Raphaël. Florent Tonuti qui était au départ de Chroniques Tactiques et qui maintenant les écrit sur Coparena. Et Christophe Kuchli. Salut Christophe. Salut mon bon Raphaël. Avec une belle ouverture de bouche qui rappelle qu'il a bien récupéré de son opération et que maintenant il est très très souple de la mâchoire. Alors non, pas encore très très souple, mais oui, là j'ai fait des radios cet après-midi et j'ai vu donc des vis dans ma bouche et ça fait, je vais pas dire que ça fait très bizarre, mais c'est assez étonnant sur une radio d'avoir comme ça des corps étrangers dans sa mâchoire. Mais écoute, ça va, dans quelques jours je pourrai de nouveau mâcher, donc on va franchir un cap. En tout cas, je te rassure, tu ressembles de moins en moins à Dominique Besnéard en termes de voix. Donc c'est quand même plutôt positif. Certaines personnes t'avaient attribué ce sobriquet qui n'était pas forcément très sympathique. Messieurs, on va se concentrer sur la Ligue 1 et on va l'analyser à travers des trophées, des récompenses de mi-saison, lesquelles en tout cas on donnerait et à qui si le championnat s'arrêtait aujourd'hui. Alors au départ, c'est pas forcément hyper intéressant quand je le dis comme ça, des trophées, etc. Ouais, bon d'accord, tout le monde le fait. Mais on a fait un truc qu'on avait déjà fait sur les cahiers du foot, Christophe, et on reprend un peu cette formule, c'est d'adapter les trophées NBA à la Ligue 1 parce qu'il y a des concepts qui sont assez intéressants, notamment MIP, donc le joueur qui a le plus progressé par rapport à la saison précédente, et le rookie de la saison. Je sais plus quand est-ce qu'on avait fait ça sur les cahiers du foot, mais ça permettait d'analyser le truc à travers un prisme un peu différent. Bon après ça va énerver tous les gens qui en ont marre de nos comparaisons NBA, mais après tout, puisqu'on aime bien, on va continuer à le faire. Alors je vous ai proposé comme catégorie MVP, MIP, rookie de la saison, coach de la saison. Bon, ça c'est pas une catégorie, mais le prochain coach viré, on en parlera, vu comment se déroulent les saisons. Le directeur sportif de la saison, qui est un peu l'équivalent de General Manager of the Year. Et un truc qui n'a moins de rapport, mais qui se rapproche un peu des agents libres, c'est les fins de contrat les plus intéressantes. Parce qu'il y a une bonne douzaine de joueurs en Ligue 1 qui est en fin de contrat en 2021 et qui pourraient intéresser pas mal de clubs en France et ailleurs. Et Raphaël, j'ai envie d'ajouter une dernière catégorie que tu as oubliée, Oui. mais qui, je pense, peut être très intéressante, même si on va devoir un peu l'improviser. C'est le joueur défensif de l'année, quand même. Ah mais oui, je suis bête, mais je l'ai oublié. Oui, t'as raison, c'est une improvisation parce que j'ai mal fait mon travail. Le joueur défensif de l'année. Alors c'est compliqué au foot parce que du coup c'est pas du tout comme au basket et tu défends vraiment dans des zones très différentes selon ta fonction et pas forcément comme en NBA où avec des switches tu peux vite défendre beaucoup de choses. Mais on va le faire, Florent. On va improviser ça, on va essayer d'être bon là-dessus. Je le rajoute à mon petit doc. Tu as bien fait de m'en parler. Donc voilà les aléas du non direct. Mais si on va commencer par le MVP de la saison, qui est pas forcément la discussion la plus intéressante selon moi, parce que tant que t'es pas proche du titre, c'est compliqué de donner un MVP. Je vous ai proposé comme candidat sur une petite doc préparatoire Mbappé. Alors il y a tout, il y a à boire et à manger. Hein. Vous direz lesquels vous inspirent. J'ai pris ceux à la fois qui ont fait la meilleure impression visuelle et qui ont de bonnes stats. Pour mélanger un peu tout. Mbappé, Delors, Boulaya, Depay, Jonathan Bamba, Benjamin André. Je sais que ça va peut-être étonner certains. KDORE, Marquinhos, Kevin Folland. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, Christophe. Tu feras un petit oui d'approbation si je l'ai bien fait. Et non, il n'y a pas de oui d'approbation, je suis vexé. Fèvre, Ferrat et Paqueta.
À vous de voir s'il y en a qui vous inspirent. Je commence par toi, Florent. Tu as fait une belle intervention sur le joueur défensif de l'année. Parmi tous ces noms, ou d'autres d'ailleurs que j'ai oubliés, qui pour toi se détache sur ces 21 premières journées? Oui, déjà précisons qu'on donne pas le trophée de MVP, on fait un peu voilà où on en est dans la course à tel ou tel trophée, si on devait les décerner à l'issue de la saison. Et c'est vrai que le fait d'avoir quand même une première moitié de saison très spéciale, notamment chez l'actuel leader, même si c'est pas avec énormément d'avance, mais du côté du PSG où on avait un PSG un peu en roue libre pendant pas mal de temps, qui enchaînait les matchs sans faire d'énormes performances, en perdant d'ailleurs pas mal de points, parce que je pense que avec 45 points après 21 journées, ça fait quelques temps, je pense que le PSG n'était pas aussi proche, on va dire, de ses premiers poursuivants à cet instant de la saison. Du coup, c'est assez difficile de dégager un mec côté PSG, même si sur le plan statistique, concrètement, ce que fait Mbappé, malgré tout ce qu'il traverse à côté entre son avenir, mais aussi certaines performances qui sont très décevantes par rapport à ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, il a mis 10 buts et 6 passes D. Je parle uniquement des buts sans compter les pénaltys. Donc il est à 10-6 depuis le début de la saison. Et sur le plan des expected goals, il a 4 expected goals quand même au-dessus de plus que le premier joueur derrière lui, qui est Ludovic Ajorc, qui est à 10,32. Et pareil, quand on prend juste les expected goals sans compter les penalties, il a aussi une belle avance sur Toko Ekambi, qui est son premier poursuivant. D'ailleurs, et Toko Ekambi et Kadewere, qui sont les deux poursuivants de Mbappé sur les non-penalty expected goals. Ça dit quelque chose de très intéressant sur l'animation lyonnaise, mais ça, tu auras le temps de revenir dessus. Du coup, voilà, côté parisien, si tu prends juste ces stats-là par rapport au nombre de minutes jouées, etc., forcément, Mbappé est devant. Maintenant, ça reste, je trouve, très ouvert parce que à côté lyonnais, la difficulté en fait, c'est que c'est difficile de dégager un joueur, alors qu'à Paris, t'as la contribution statistique de Mbappé qui pèse quand même pas mal. Mais on le verra, il y a beaucoup de Lyonnais qui apparaissent dans les différentes catégories. Ça, par contre, il y a beaucoup de non potentiels, même si c'est vrai que la force de Mbappé aussi, quelles que soient ses performances, et c'est un truc qui est pas forcément très commun aux joueurs du PSG, aux stars du PSG depuis quelques années, Christophe, c'est aussi qu'il est disponible. Et quand les gens font des analyses de NBA, des podcasts, ils disent que la qualité la plus importante, je traduis un peu littérairement, mais c'est la disponibilité, la availability. Donc, est-ce que tu es souvent là, est-ce que tu as beaucoup de temps de jeu, ou est-ce que tu rates beaucoup de matchs pour X ou Y raison? Et Mbappé joue tous les ans beaucoup, et c'est rare finalement qu'il soit... J'ai pas souvenir de Mbappé blessé plus de un mois et demi récemment. Alors ça a dû être le cas l'an dernier un petit moment, il me semble, mais c'est une grosse qualité par rapport à d'autres dans la course. Oui, je croyais que Florent allait parler. Oui, j'ai cru aussi. Ouais, non, c'est vrai que Mbappé a cet énorme avantage-là, et ça met à son crédit, à mettre au débit de ceux qui ne jouent qu'un match sur deux, qui manquent plusieurs mois de compétition, etc. Même si, voilà, ton corps te lâche, mais dans les faits, si l'entraîneur ne peut t'aligner qu'une semaine sur deux, c'est sûr que c'est embêtant, à la fois de te considérer là pour notre petit point trophée, et puis même de manière générale, quand tu veux construire un projet de jeu, si t'as un joueur important qui n'est pas là et que t'es un peu obligé de changer ton fusil d'épaule d'une semaine sur l'autre, c'est toujours un peu embêtant. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire que il y a beaucoup de raisons qui donnaient envie de mettre Mbappé en tête. Maintenant, il y a plusieurs philosophies, en fait, ce que je disais à Florent avant qu'on enregistre. C'est-à-dire que tu peux considérer qu'il faut récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et là, je pense que c'est Mbappé de manière assez nette, quoi, si tu prends en compte ce facteur disponibilité. Maintenant, il y a aussi le côté joueur qui tire une équipe moyenne plus vers le haut. Le souci, c'est que du côté de Lyon, en fait, il y a beaucoup de candidats. C'est-à-dire qu'un Depay, typiquement, moi, j'ai tendance à penser que si tu mets vraiment un autre profil à sa place, l'animation à 3 est beaucoup moins pertinente devant, parce qu'il faut un peu ce faux numéro 9 qui va décrocher, etc. À partir du moment où t'as Toko et Kadewere sur les côtés. Maintenant, c'est plus, je trouve, le profil de Memphis que sa contribution statistique qui en fait quelque chose d'intéressant. Donc c'est vrai que peut-être que si tu mettais un profil du même style, un peu moins bon, tu verrais pas trop la différence. Alors que il a pas sans doute pas suffisamment joué, hein, mais alors que je pense qu'un Paqueta
a plus lui-même des qualités qui lui amènent à transcender le poste que simplement un aspect fonctionnel, on va dire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, en fait, quand j'hésitais sur Mbappé, je pensais aussi à Marquinhos, qui sera sans doute cité pour le joueur défensif de l'année, qui est l'un des rares joueurs, même au niveau européen, à être capable de switcher sur certains matchs d'un poste de défenseur à celui de milieu de terrain sans souci et d'évoluer comme ça à plusieurs hauteurs de jeu très très facilement, en apportant à chaque fois une supériorité numérique et une supériorité tout court à son équipe. Mais c'est vrai que là, sur tous les noms qu'on avait, tu vois, j'ai eu du mal à considérer Delors parce que Montpellier est quand même en recul depuis quelques semaines et que malgré tout, il y a quand même l'aspect Delors-Laborde. Bon, après, à un moment, pendant tout un temps, il y avait un troisième avec Mavididi, mais t'as toute cette construction-là, plus Savanier-Mollet derrière, donc un peu de mal. Par contre, dans cette logique de duo, mais avec un des deux membres beaucoup plus intéressant que l'autre, j'aime beaucoup Kevin Folland, qui a joué un peu sur le côté en début de saison, et qui là, pour moi, alors profite évidemment de Ben Yedder, mais on va dire aide plus Ben Yedder que l'inverse, sans doute. Et des petits noms d'équipes un peu moins réputés, mais qui je pense leur ont fait gagner pas mal de points, même si Nîmes n'en a pas beaucoup, c'est Ferrat et Fèvre, qui sont deux des révélations avec Boulaya, mais je trouve encore plus important pour leur équipe que Boulaya pour Metz, où Metz a quand même cette grosse base défensive qui fait qu'il peut jouer beaucoup plus par éclair que les deux autres. J'ai l'impression qu'il y a une équipe, Flo, où on n'a pas de candidat idéal, alors qu'elle est parmi les 3 mieux classés, et qu'elle est la bagarre pour le titre avec le PSG, c'est Lille. Parce qu'il y a des joueurs qui font des stats, et on parlera sans doute de Jonathan Bamba, mais par exemple, Burak Yılmaz fait 9 buts et 4 passes D, et pourtant, je sais pas, peut-être parce que récemment, il a un petit peu moins marqué, il est moins impressionnant qu'en début de saison, mais il n'y a pas forcément... Je me dis qu'en fait, dans une saison où il aurait été dispo tout le temps, et où il aurait continué sa progression, ça aurait été Renato Sanchez, par exemple. Oui, après moi personnellement, Burak Yılmaz reste, à mon sens, si on prend le côté, le côté décisif que doit avoir aussi un MVP quand tu dois décerner la récompense. Pour moi, Burak Yılmaz, c'est un joueur plus que clé du LOSC. Et alors Christophe sera mieux placé pour en parler que moi, mais tant par son côté moteur pour tous les autres que par ce qu'il fait sur le terrain et par les difficultés qu'il peut créer pour les adversaires, Burak Yılmaz aujourd'hui, à mon sens, est je pense si je dois retenir un seul joueur du LOSC sur la saison, je pense que c'est lui que je choisis, malgré des débuts un peu compliqués où il a fallu qu'il se mette un petit peu dans le bain de la Ligue 1, qu'il s'adapte à certaines choses, notamment sur le plan physique, au niveau des appels, etc. Mais quand il a trouvé le rythme, il fait quand même une première moitié de saison assez impressionnante, surtout pour un mec de 35 ans, parce que je crois que c'est 34 ou 35 ans, il me semble. 35, ouais. Son âge. Et moi, il m'a impressionné. Alors après, dernièrement, j'ai moins vu Lille depuis janvier, donc je sais pas où il en est. Peut-être en effet qu'il a... Là, il est blessé, là. Là, il est blessé, alors plus. qu'il était en bonne forme. Il est blessé jusqu'à la fin du mois. Donc, mais dans peu de temps, mais voilà, il va manquer, je crois, 3-4 matchs au total, malgré tout. Mais tu vois, quand il arrive, quand il pose ses valises, tu te dis, bon, en effet, recrue d'expérience, bien joué, mais on va voir, quoi, parce que, en plus, la filière turque du côté de Lille, la saison passée, Yazice, ça avait coûté cher, et ça avait pas forcément été payant sur la saison dernière. Là, cette année, ça se passe beaucoup mieux, mais tu te dis, bon, on va voir, et en fait, très rapidement, tu vois ce qu'il apporte et tu vois que c'est vraiment un moteur très utile en plus, parce qu'à côté de ça, il y a leur recrue phare de l'été, Jonathan David, qui lui a connu un retard un peu plus long à l'allumage, et qui semble peut-être s'allumer là sur ce début d'année enfin, et on va suivre ça sur la deuxième moitié de saison. Mais s'il y a un offensif qui a porté Lille sur la phase allée en championnat, parce qu'en Ligue Europa c'était autre chose, je pense que c'est quand même lui. Ouais, et puis pour signaler juste que si Loïc Rémy n'a pas ce souci avec Marc Ingla où finalement ils se mettent pas d'accord alors qu'ils étaient d'accord et qu'il part à Benevento, et finalement il part pas à Benevento parce qu'il passe pas la visite médicale, il se retrouve à Rizespor en Turquie. Burak Yılmaz normalement ne vient pas, c'était simplement qu'il fallait, on va dire, dans l'organisation générale vue par Campos, etc. Et pour le coup ça s'entend parfaitement, un attaquant d'expérience pour cadrer et avoir en gros des joueurs d'expérience un peu à chaque ligne, avec Fonte et Pied derrière en défenseur central latéral, André au milieu, et donc l'un des deux attaquants qu'il a été Yılmaz, mais c'était même pas forcément une recrue prévue, et il vient un peu suite à une semi-bidouille juridique, alors pas du côté
pas du côté de Lille, hein, mais du côté de la Turquie où son club lui devait de l'argent de mémoire, et donc du coup Lille peut le signer parce que le club accepte en gros de négocier son départ comme ça. Est-ce que vous avez des candidats ou des noms qui vous plaisent parmi deux équipes qui fonctionnent bien et qui sont classées en première partie de tableau? C'est Metz et Lens. Je pense notamment à Boulaya du côté de Metz et à Kakuta du côté de Lens, qui sont à la fois les deux gros stateux de ces équipes-là et les meneurs de jeu, où c'est pas encore suffisant, peut-être un peu trop bas au classement, un peu comme une équipe qui serait 8e, 9e à la bataille pour les playoffs, pour que ça mérite d'être le couronné, ou en tout cas dans la course du meilleur joueur du championnat. Ouais, ça me paraît un peu loin. Après, tu peux quand même les mettre dans la course, juste pour évoquer, en effet, comme tu le disais, leur importance et le fait que ce soit les deux joueurs au rôle central en phase offensive. Quasiment tout s'organise autour d'eux et les courses se font autour d'eux dans la moitié de terrain adverse. Donc rien que pour ça, c'est bien de les mentionner. Après, dans ces deux équipes, il y a pas mal de petits joueurs aussi à évoquer, mais ça, on va le garder pour plus tard parce que Christophe et moi, on a des joueurs, notamment sur le plan défensif, à évoquer et mettre en avant. Bah juste comme ça pour conclure sur les meneurs, j'ai envie de dire que vraiment si tu prends les performances individuelles, j'ai tendance à plus considérer ce que fait Fulgini du côté d'Angers que, alors on est sur des standards très élevés, hein, mais que ce que font Kakuta à Lens et notre ami Boulaya à Metz, qui ont, alors je vois pas non plus Metz toutes les semaines, j'ai l'impression que Boulaya brille par éclair au sein des matchs et que Kakuta a un peu cette tendance-là, mais brille surtout d'un match à l'autre, mais il y a des moments où il peut être quand même assez, on va dire, pas facilement, mais plus facilement muselé qu'un Fulgini qui va toujours réussir, même dans les matchs moyens, à gratter des fautes, à se rendre disponible, etc. Alors que Kakuta va quand même, je trouve, parfois rester vraiment sur sa position de 10. Et il y a 2-3 matchs que j'ai en tête où alors il est pas éteint, mais où en fait Lens est obligé en gros d'abandonner ce circuit-là où tu te dis bon, ces deux-là un peu s'annulent, lui et on va dire le numéro 6 qui est au marquage individuel sur lui, et où du coup il faut passer par d'autres chemins. Alors j'ai l'impression que Fulgini est plus régulièrement, encore une fois, c'est pas pour spécialement dénigrer Kakuta qui en plus a des stats même si elles sont un peu boostées par le fait qu'il tire des penalties, et Boulaya qui est quand même l'un des rares éléments créatifs d'une équipe qui est avant tout très solide et qui est très réaliste, pas forcément face au but, mais juste dans le nombre d'attaques entre le nombre d'attaques lancées et le nombre d'attaques qui sont conclues, quoi. C'est un peu l'inverse de Leeds où il y a beaucoup d'énergie mais ça finit pas toujours par un tir. J'ai l'impression que Metz est quand même assez efficace là-dessus, et rien que la passe décisive de Boulaya la semaine dernière, je crois. Non, ce week-end face à Nantes, enfin il en fait régulièrement, mais celle face à Nantes, la passe par-dessus la défense quand la ligne est mal faite sur leur jeu en face, tu te dis effectivement ça mérite quand même une citation parmi les meilleurs joueurs de la saison. Je l'avais pas prévu comme discussion, Christophe, mais c'est marrant d'ailleurs de voir que 1 an et demi après qu'on ait publié l'Odyssée du 10, là il y a 3 équipes qu'on cite et dont le meilleur joueur est assez loin le numéro 10. Alors meilleur joueur sur le plan technique, Boulaya, Metz, Kakuta, Lens, Fulgini à Angers, et vraiment en plus des mecs qui jouent dans une position axiale alors qu'ils peuvent dézonner, mais c'est marrant d'ailleurs de voir que ça revient un peu, même si c'est pas exactement les mêmes profils que les 10 d'il y a 20-25 ans, mais enfin Boulaya par exemple c'est super beau à avoir joué, Fulgini aussi, Arkakuta peut-être un peu plus de cuisseau, mais ils sont vraiment installés dans des rôles de numéro 10 assez libres au sein de leur équipe, et ça c'est plutôt sympa d'ailleurs de voir qu'il y a beaucoup de milieux offensifs comme ça qui apparaissent dans la liste. On va en reparler de façon de ces 3-là, parce que je vais vous les proposer dans la catégorie suivante. Mais juste là, à mi-saison, si vous deviez faire chacun un top 3 très rapidement, Flo, parmi tous les noms qu'on a cités, ton top 3, pas forcément dans l'ordre, mais là, les 3 noms qui seront favoris pour la fin de la saison. Je vais pas faire ça rapidement parce que on a un peu trop vite passé le cas de l'Olympique Lyonnais quand même. Ah, ok, vas-y. Parce que les cas de Kadewere et Toko Ekambi sont très intéressants, et en fait ce qui est bizarre avec eux, c'est que c'est vraiment les joueurs de bout de chaîne du côté de Lyon. C'est des mecs qui vont intervenir dans les derniers mètres pour faire fructifier le décalage grâce à une course, à un appel en profondeur ou quelque chose comme ça. Les décalages créés en amont par Depay, par Aouar, par Paqueta. Même si Kadewere, Flo, est capable de jouer et de décrocher plus que Toko Ekambi. Oui, plus que Toko, il peut plus participer, mais bon, c'est juste pour évoquer ces deux-là qui ont quand même d'excellentes stats, et quand en début de saison,
Tu vois l'OL et tu vois l'attaque. Tu n'imagines pas forcément cette évolution-là. C'est-à-dire Kadewere, est-ce que tu aurais imaginé qu'il puisse se fondre dans un rôle ni axial ni excentré, mais entre deux, et il s'y est parfaitement fondu. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles surprises de la saison. Mais là, ça t'emmène directement vers une transition sur une autre catégorie. Oui, Christophe, ton top 3, et après je fais la transition. C'est vraiment de l'impro. Alors déjà que ce podcast est à moitié improvisé, là c'est vraiment de l'impro total. Je dirais Mbappé, Folland et Kadewere. Mais encore une fois, ça se tient pas mal sur pas mal de joueurs, et je pense pas qu'il y ait un écart énorme entre Kadewere et 6-7 joueurs qu'on a pu mentionner. Allez, deuxième catégorie, et une catégorie que j'aime beaucoup en NBA, qui est aussi intéressante en foot, parce que c'est un truc qu'on n'évoque pas forcément beaucoup. C'est la meilleure progression, donc le joueur qui a le plus progressé par rapport à la saison précédente. Je vous propose à nouveau pas mal de joueurs dont on vient de parler: Fulgini, Kakuta, Toko Ekambi, Boulaya, Jonathan Bamba, Aguerd et Marcelo, le défenseur central lyonnais. Alors on pourrait parler de Ferrat aussi, mais j'ai l'impression qu'il était déjà très très bon la saison dernière et qu'il continue juste à être bon dans une équipe qui galère plus. Donc je sais pas comment on valorise ça, mais voilà. Flo, je reviens vers toi. Tu voulais parler des Lyonnais, est-ce que c'est là aussi un Lyonnais qui va se détacher ? Non, moi je vais parler d'un autre joueur que t'as pas encore cité, puisqu'on est dans l'impro la plus totale. Donc Vas-y. Parce que c'est un joueur qui est en Ligue 1 depuis quelques temps maintenant. Enfin, ça fait 3 saisons exactement qu'il est en Ligue 1, et qu'il me semble est sur une progression assez constante, assez linéaire. Et je suis allé vérifier sur l'évolution de ses expected goals. Donc j'ai pris les non-penalty expected goals et expected assists, donc le combiné des deux. Et en fait, il est en train de franchir un palier cette année, je pense. Alors, est-ce que vous allez le deviner si je vous donne juste ces chiffres ? Au total, il est à 10 buts, 4 passes décisives déjà depuis le début de la saison. Et il est à 0,52 non-penalty expected goals plus expected assists par Ajorc. En effet, Ludovic Ajorc, qui à Strasbourg, dans une équipe quand même très spéciale sur le plan de l'animation offensive, parce que c'est un jeu très vertical, très direct, et qui en plus est capable d'aligner quand même Ajorc et Diallo ensemble devant, ce qui est pas forcément quelque chose qu'on pouvait imaginer au départ quand tu vois les deux joueurs. C'est deux pointes uniques, et finalement c'est un système qui fonctionne pas trop mal, et Ajorc fait quand même une très belle saison. Alors quand il a fait ses débuts, on le voyait très vite en oh là là, c'est le prochain Giroud, etc. Avec il y avait un peu de sérieux dans cette analyse sur le côté sur la ressemblance physique, évidemment, avec le gabarit impressionnant. Je crois qu'Ajorc est même un peu plus grand que Giroud. Il me semble qu'il tape plus haut au niveau de la taille, mais en fait tu vois l'évolution là, et tu vois un mec qui progresse, qui a 26 ans aujourd'hui, qui arrive, on va dire, dans la fleur de l'âge, et qui semble parti pour faire une saison de Ligue 1, s'il reste sur le même rythme à 17-18 buts à la fin. Sachant qu'à côté, c'est un joueur qui peut contribuer aussi, et qui peut un peu créer pour les autres, ne serait-ce que par son jeu de corps, ses remises, etc. Et tu te retrouves sur j'ai mal parlé, mais sur un produit très intéressant, je pense, et qui pourrait aspirer sans doute à un beau transfert dans un monde où les transferts auraient encore lieu, et ça on sait pas comment ça va se passer l'été prochain, mais une évolution très intéressante, je trouve. Voilà, sachant que avec 10 buts, 4 passes D, il a déjà battu son record sur les précédentes saisons, sachant que l'an dernier, avec environ 300 minutes de jeu en plus, il avait terminé à 8 buts et 4 passes décisives. Ouais, je l'avais un peu oublié, parce que noyé dans la saison assez moyenne de Strasbourg, même si ça va mieux depuis quelques semaines. Et là, à 26 ans, il claque sa meilleure saison, et ce qui va renforcer la comparaison qui a été faite parfois avec Giroud, parce que Giroud avait été champion de France avec Montpellier à 26 ans également. Il est de 86, champion en 2012. Le titre sera un peu compliqué à jouer, je pense. Légèrement. Mais c'est vrai que sur l'évolution individuelle, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, je pense. C'est vrai que je l'avais oublié, mais en effet, il se place très bien. Et dans cette saison où il n'y a pas de mec qui explose le total de buts, même si Mbappé est pas mal par rapport à son temps de jeu, il est pas très très loin. Christophe, tes candidats, tes noms, il est possible que j'en ai oublié d'autres. Si on faisait Première Ligue, j'aurais Cancelo, qui fait encore une démonstration dans ma télévision avec City. Là, en Ligue 1,
Alors, je vais pas revenir sur certains mecs qu'on a cités. Généralement, quand je dis que je fais pas un truc, je le fais dans la foulée. Mais là, je vais essayer de m'y tenir. J'aime bien l'idée du Marcelo, qui a à la fois le côté rigolo, mais c'est pas faux, parce que j'ai rarement vu le mec à ce niveau-là à la fois. Alors, il y avait déjà des indices depuis plusieurs mois sur la fin de la saison dernière, mais à la fois sur le côté régularité dans les performances défensives, c'est-à-dire qu'il est loin de l'âne qui pouvait être sa description par les supporters lyonnais il y a de ça un an, et puis en plus il marque des buts maintenant, donc ça c'est intéressant. Alors je sais pas, enfin ça serait pas vraiment MIP, ça serait comeback, mais le côté Atem Ben Arfa peut s'argumenter dans la mesure où moi je le voyais quand il était en Espagne, il avait plus rien d'un joueur professionnel. C'était assez dramatique, et c'est là que tu vois que bon, toute la communication qui a pu être faite sur oui, il a travaillé, etc., il s'est remis en forme, bah c'est vrai. Là c'était pas juste de la com. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu y penser. J'étais parti sur l'idée, Christophe, pour qu'on puisse vraiment comparer, sur l'idée de mecs qui étaient déjà en Ligue 1 la saison dernière. Pour faire Ouais, bien sûr. Mais ça peut se comprendre, ouais. Oui, non, mais disons, je le citerai même pas forcément si tu me demandais un nom, hein. Mais c'est, en fait, vu que je sais pas s'il sera dans une autre catégorie, ça permet quand même de le mentionner parce que, vu que j'avais ce contexte, puisque je regardais les matchs de Valladolid la saison dernière, j'aurais imaginé qu'il pourrait atteindre, alors il marche pas sur la Ligue 1, hein, mais qu'il pourrait être l'un des éléments moteurs d'une équipe qui finalement est tranquillement à sa place, calée en milieu de tableau. Donc là-dessus c'est intéressant. Après, il y a toujours la question de est-ce que les mecs étaient super doués, on ne leur donnait pas spécialement leur chance, ou alors nous-mêmes on n'était pas sur un côté, hein, ce qui est possible. On regarde beaucoup de matchs, mais on les regarde pas tous non plus. Typiquement Romain Fèvre, par exemple, je le vois vraiment très 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 fort. Est-ce qu'il était déjà plus ou moins à ce niveau-là et que finalement on le voit plus pour des questions d'animation, de plus de temps de jeu, etc., de maturité? Ou est-ce qu'il a vraiment passé un cap? J'avoue que pour un joueur comme ça, j'ai du mal. Un Perrault fait ses statistiques, est vraiment bon, mais pour moi, Perrault était déjà... ça, c'est la logique finalement, et même les gens que je connais, qu'il avait vu chez les jeunes, voilà, c'était relativement attendu qu'il ait ce niveau-là. Donc c'est toujours pareil, est-ce que tu veux faire un peu le truc progression inattendue, ou est-ce qu'on est sur le joueur... Après, Fèvre jouait en N2 l'an dernier, donc c'est compliqué de dire meilleure progression, tu vois. Bah oui, non, mais c'est ça. Mais c'est pour dire, c'est l'exemple qui m'est venu en tête le plus facilement. Mais parce que maintenant, t'as aussi des gens qui te disent, bon, j'ai pas l'info, hein, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais oui, dès Monaco, il était déjà très bon, etc. L'anomalie, finalement, c'est qu'il joue que maintenant, parce qu'il aurait dû jouer plus tôt, donc c'est toujours un peu compliqué d'évaluer ce type de profil parce que la Ligue 1 est pas suffisamment cotée pour que finalement tu puisses, t'as logiquement des joueurs qui passent un peu en dehors des radars et qui vont facilement devenir bons, alors qu'en première ligue ou autre, il y a quand même, je pense, une plus grosse marche, donc c'est plus rare d'avoir un mec qui était enfermé dans une réserve ou autre qui va se mettre à tout exploser une fois arrivé en équipe première, en première division. Après, moi, juste avant que t'enchaînes, Flo, parce qu'après, je sais que je crois deviner de qui tu vas parler, mais je suis pas sûr. Non. De mon point de vue, les candidats idéaux, parce que ils ont l'âge à peu près d'une meilleure progression logique, et c'est assez linéaire, et en même temps, ils ont ajouté des trucs à leur jeu, c'est Fulgini et Bamba. C'est les deux qui, pour moi, ressortent, parce que Bamba, il arrivait pas à être aussi décisif que ça, et il a pris le relais de mecs qui sont partis. Et parce que Fulgini s'est transformé, a progressé, comme son équipe d'ailleurs, dans le jeu, dans le style de jeu. Je sais pas si Flo t'es sur les mêmes idées, mais pour moi c'est les deux gros candidats. Alors moi je suis pas sur cette idée, non, mais je vais évoquer un joueur qui a un profil un peu spécial. Mais d'abord rapidement sur Fulgini. En effet, moi personnellement c'est un joueur que j'adore depuis pas mal de temps maintenant. Mais en fait par rapport au fait que tu évoques une progression, etc., elle se voit pas tant que ça quand tu te penches sur les statistiques en fait. Parce que avec Angers, entre 2017-2018 et 2020-2021, il fait 0,38, 0,34, 0,27, 0,31 en non-penalty expected goals plus expected assists. Donc ça se ressent pas sur les statistiques. En fait, c'est son volume c'est son importance dans le jeu plus en amont. Où en effet il y a des choses qui changent, mais ça se ressent pas forcément sur les statistiques. En gros, ça devient un élément central d'Angers quand sur les saisons précédentes il y avait aussi
pas mal de blessures et des périodes qui ont freiné sans doute cette progression, alors que cette année, tu vois, on est à la 21e journée, il a joué 20 matchs. L'an dernier, il n'avait joué que 20 matchs au total dans la saison. Donc il y a ça aussi qui joue, hein, le fait de pouvoir enchaîner, la disponibilité, c'est ce qu'évoquait Christophe. Et j'ai même envie de rajouter un tout petit truc avant que t'enchaînes, c'est qu'en plus le système de jeu est, je pense, beaucoup repensé pour le mettre en valeur. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand tu t'en viens à changer un joueur, ton style pour un seul joueur, c'est un peu comme Kakuta qui est recruté juste parce qu'il y a besoin de lui dans ce système-là. Ça frappe aussi, j'ai l'impression, et que l'évolution du style offensif d'Angers est liée à ça. Je pense que, alors c'est pas qu'on le voit plus boucliner ou autre, hein, mais ça fait qu'on est un petit peu plus attentif aux raisons d'une évolution, quoi. Et moi j'avais envie de parler, alors on pourrait le classer et dire que sa saison 2018-2019 c'était un détail parce qu'ensuite il est parti et il a disparu l'année dernière et là il revient en Ligue 1, c'est Sofiane Diop de Monaco qui est un exemple supplémentaire de joueur avec des qualités supérieures mais des qualités qu'il n'a pas forcément pu exprimer en Ligue 2 dans un championnat où le jeu n'est pas toujours aussi élaboré qu'à Clermont ou qu'à Troyes par exemple. Et la saison dernière il était à Sochaux et j'ai discuté avec certaines personnes qui le suivaient, et à Sochaux en fait c'était pas possible pour un joueur comme Diop de pouvoir montrer ses qualités, alors qu'à Monaco, dans un système beaucoup plus où la construction est beaucoup plus élaborée avec un jeu de position très précis, on en avait parlé plusieurs fois dans la saison, et ben Diop excelle dans le rôle du joueur dans le demi-espace qui doit avant tout savoir se rendre disponible, savoir bien s'orienter et savoir enchaîner ensuite une fois le ballon reçu entre les lignes. Et à ce niveau-là, c'est un MIP à mon sens, mais un MIP qui dépend, qui est magnifié par le fait de tomber dans le bon projet au bon moment, de rentrer dans la bonne case. Et ça, on peut saluer Kovac pour lui avoir fait confiance, mais c'est aussi une des plus belles découvertes, je pense, sur la première moitié de saison, même si personnellement j'étais assez convaincu du talent du gars et je suis très content qu'il ait rencontré ce projet monégasque dans lequel il peut s'épanouir. Et c'est la même chose d'ailleurs, un cran plus bas pour Aurélien Tchouaméni, qui je pense, si Julien Maumont avait été là, aurait été aussi un des premiers joueurs mentionnés. Juste pour dire déjà que je pensais que Favre avait joué quand même plus de matchs avec Monaco, donc effectivement, la MIP, je me suis un peu fourvoyé en l'évoquant dans cette catégorie-là, contrairement à Diop qui lui avait eu un peu de temps de jeu quand il y avait tous les jeunes, les Annoa, Massengo, etc. Oui, non, pour moi c'est Bamba parce que il a vraiment... Avant c'était surtout un joueur de dernier geste, qui avait un peu sa spéciale, je repique à l'intérieur, je frappe. Maintenant, il a quand même atteint une certaine capacité à être un meneur auxiliaire. C'est pas encore lui sur qui tu vas t'appuyer. Et en plus, vu le système en 4-4 de Lillois, il n'y a pas forcément besoin vraiment de meneur excentré dans la mesure. Bon, là, en ce moment, il est blessé, mais où tu peux avoir un Renato Sanchez qui un peu dépasse sa fonction au milieu et qui du coup va t'apporter la percussion derrière deux attaquants. Mais Bamba, au-delà des statistiques, donc de buts où il a retrouvé son niveau après son dernier, où statistiquement c'était cataclysmique, il court tout le temps et ça te permet de presser et ça fait partie, je pense, des joueurs offensifs. Si tu voulais vraiment un peu pousser le truc, qui pourrait être cité dans les joueurs défensifs de l'année, parce que Jonathan David aussi, ce sont des joueurs qui vraiment te permettent de densifier le bloc parce qu'ils sont rarement éliminés, ils font toutes les courses de compensation. Et puis ouais, il peut faire vivre le jeu, il a retrouvé son efficacité, donc vraiment très intéressant, même si encore une fois, si tu prends les stats d'il y a 2 ans, l'évolution est pas folle, mais je trouve que vraiment dans l'impression dégagée, c'est devenu l'un des meilleurs joueurs lillois, alors qu'avant il fonctionnait un peu par grappe, façon Alain Traoré, où il mettait 7 de ses 10 buts sur 3-4 matchs, sur des courtes périodes, mais le reste du temps, quand il statait pas, il apportait pas grand chose. Donc ouais, pour moi c'est le joueur qu'il faudrait mettre en valeur sur cette catégorie. Un petit point sur Diop par rapport à ce que tu disais, Flo, et en effet je me rappelle qu'il y a 2 ans tu nous parlais de lui, alors qu'il jouait très peu. C'était un peu ton Jean Deza. Moi j'adorais Jean Deza, sauf que Jean Deza n'a jamais rien donné en Ligue 1, et toi Diop est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que Diop, pour moi, il est un peu trop jeune pour être MIP, parce qu'en fait comme tu disais, on sait pas juste s'il était dans le mauvais contexte, et en même temps il a trop joué en Ligue 1 pour être rookie, qui est notre saison suivante. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait 500 ou 600 minutes en Ligue 1, je crois. Avant cette saison, il était déjà à 745 minutes en Ligue 1 selon Understat. Donc il avait une dizaine de matchs quoi, en gros, avec des entrées en jeu, des choses comme ça.
dans un des pires Monaco récents. Oui. Alors, parce que c'était le Monaco qui avait viré 4000 fois son coach pour reprendre le même. Donc c'était un peu particulier, mais c'est vrai qu'il a un peu trop joué, contrairement aux joueurs que là je vais vous citer. Je garde donc Bamba du côté de Christophe et Florent, pas forcément Fulgini, Ajorc, c'est ça ton meilleur candidat. Je pense, ouais. Donc vous n'êtes pas convaincu par mes dernières propositions qui étaient Boulaya, qui peut-être enfin je sais pas, il peut-être pas aussi important l'an dernier, il faudra voir sur la suite de la saison, peut-être c'est un peu tôt, ou Aguerd à Rennes qui je suis pas 100% convaincu par Aguerd. Boulaya, pour moi, c'est l'autre candidat avec Bamba, mais j'ai plus trop de souvenirs en fait. J'avoue ma limite, c'est-à-dire que Boulaya l'an dernier, je sais plus trop. Autant Ferrat, je me souviens de lui les saisons précédentes, autant Boulaya, je dois avouer que, je vais pas dire que je t'ai passé à côté, hein, mais je saurais plus vraiment donner ses stats et son influence sur le jeu. Mais il serait bien placé. Aguerd, il y a toute une partie Ligue des Champions qui fausse peut-être le jugement, hein. Mais si t'enlèves ses buts, je le trouve finalement pas forcément bien meilleur qu'il était la saison dernière dans une équipe moins talentueuse. Il fait le job, hein, mais je vois pas non plus une progression incroyable où voilà, tu verrais un mec transformé. Pour moi, c'est plutôt une bonne pioche, mais voilà, je reste encore un peu circonspect sur 2-3 trucs de placement ou autre pour vraiment en faire un top défenseur du championnat. Pas de vote pour Toko non plus? Plus une histoire de contexte et de projet de jeu? Oui. Après, il a déjà. Enfin, c'est difficile de parler de progression quand Toko, je crois, dans sa carrière, fait déjà une grosse saison où il met sa quinzaine de buts avec Angers, il me semble, avant de partir à Villarreal. Oui, il en met aussi une quinzaine à un moment d'ailleurs, je crois. Il met, c'est ça, en 2017-18, il met 17 buts, 5 passes D sur une saison. Donc le fait de le faire à Angers en 2017-2018. Le fait de le faire en arrivant, enfin pas en arrivant à Lyon, mais d'être à 9 buts, 4 passes D à la mi-saison avec Lyon, tu te dis que dans une équipe qui a plus la balle, qui attaque plus, qu'il arrive à faire ses stats, c'est pas forcément une question de progression, c'est plus une question d'adaptation après ses 6 premiers mois à l'OL. Et en effet, comme tu le disais, de projets qui tournent plutôt bien en ce moment, sur le plan offensif en tout cas. Très bien, ce sera le dernier mot sur les MyP. On passe aux rookies de la saison, que je vais expliciter un peu, parce qu'en NBA, c'est les mecs qui sortent de l'université ou qui viennent de l'étranger et qui font leur première saison NBA. J'ai choisi de qualifier ça comme la première saison dans une première division de bon niveau. Alors vous choisirez ce que veut dire première division de bon niveau, on va dire européenne, sud-américaine, africaine de gros niveau et asiatique de bon niveau. Bon, il n'y en a pas non plus 1000 qui viennent de championnats très très lointains. La plupart des candidats viennent de Ligue 2 ou de championnats moins loin que ça. Je vous cite les noms et vous choisirez. Kadewere qui vient du Havre, Fèvre à Brest, Gouiri à Nice, Badé à Lens, Ratchiopi du côté de Dijon, Colomboigny à Nantes, Jonathan Klaus à Lens, qui vient je crois de 2e ou 3e division allemande. 2e, je crois que il était à Bielefeld avant que ça monte. Ouais, Bielefeld, il monte. Et Kiki Kouyaté, le candidat de Christophe, un homme qui gagne beaucoup de duels en Ligue 1 du côté de Metz. Je vous laisse choisir. Christophe, tiens, à ton tour. Je sens que ta tendresse pour Fèvre va t'orienter vers lui. Ouais, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Juste dire que Brest, alors je peux comprendre que certains, enfin je sais pas s'ils existent, mais des gens peuvent trouver que ça fait un peu équipe hipster, parce que c'est vrai qu'en fait Brest c'est typiquement l'équipe dont t'as envie de louer, je vais pas dire tout l'effectif, hein, mais Mounier, je crois le numéro 2 en duel aérien gagné de la tête. Enfin c'est un peu honnête ce que je dis, en duel aérien gagné par match en Europe, t'as du Perrault qui fait énormément de stats, qui est un peu un sous-Gossens sur les stats offensives. T'as Fèvre qui est vraiment cette espèce de meneur de jeu excentré qui peut faire beaucoup de choses avec ballon. Au final, l'équipe est pas si bien classée. Donc c'est vrai qu'il faut toujours relativiser, mais bon, il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes de gardien quand même. L'Arsenal faisait pas un super début de saison. Il y a les coups de pied arrêtés défensifs qui sont un peu compliqués. Il y a eu la difficulté à trouver vraiment une paire de milieux après le départ de Diallo. Donc il y a des circonstances atténuantes, mais je pense que si t'avais pas Fèvre, il y aurait un peu moins de points, et deuxièmement, il y aurait beaucoup moins de plaisir à voir leur match, parce qu'il faut aussi considérer ça, parce que quand t'es dans le milieu de tableau, et que t'as pas forcément d'objectif de viser plus haut, enfin la possibilité de viser plus haut, et le risque de descendre, l'aspect visuel et l'aspect projet de jeu me semble assez intéressant, et du coup, le fait d'avoir Fèvre fait de toi une équipe qu'on a envie de suivre, et ne serait-ce que pour la Ligue 1, je trouve ça très intéressant. Mais sur les joueurs que t'as cités, alors Kouyaté, c'est un peu un mec que je rajoute pour dire deux, mais
On a regardé avec Florent, je lui ai demandé les stats juste avant, il est 3e ou 2e selon le filtre que tu prends, mais en duel défensif gagné en Ligue 1, et depuis qu'il est là, je trouve Metz vraiment solide, et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est totalement impassable. Mais si vraiment, en fait, j'hésite entre pas mal de noms, il y a vraiment beaucoup de bons candidats. On a déjà dit du bien, je pense, dans ce podcast de Gouiri, qui est aussi un favori absolu de Julien Maumont. Je pense que Flo pourrait parler de pas mal d'autres joueurs. Moi, j'ai cité juste Kolo Muani, alors je vais pas dire qu'il vient de nulle part, mais qui joue en national à Boulogne, qui a pris pas mal de matchs de suspension en début de saison, et Boulogne échoue d'un point pour la montée et gagner tous ses matchs une fois qu'il était de retour après un début de saison difficile, et s'il y a eu les barrages, bref. Je pense que Boulogne aurait pu se retrouver en Ligue 2 plutôt que relégable en national cette saison, et Kolo Muani était largement au-dessus du lot en national, et ce que j'ai vu de lui en Ligue 1 est, je trouve, assez rare sur ce profil de joueur-là, c'est-à-dire qu'il vient des divisions inférieures et qui se retrouve, alors c'est sûr après, mais qui se retrouve en Ligue 1. C'est-à-dire, dans mon impression, t'as souvent des joueurs qui sont très explosifs ou très finisseurs, ou voilà, une qualité vraiment très forte. Et en Kolo Muani, même s'il a un peu plus de mal depuis quelques semaines, mais le jeu ne l'aide pas, joue un joueur qui comprend bien le foot, qui est assez complet, qui s'est même retrouvé international espoir, à marquer des buts, etc. Et typiquement, j'imaginais pas que ce genre de profil pourrait s'imposer en Ligue 1, où, comme je disais, je vois plus facilement un relativement jeune avoir sa confiance en tant qu'ailier, en tant que super sub, etc. Et lui augmente la capacité de son équipe à bien jouer au foot. Alors c'est pas, comme je disais, il a un peu plus de mal, etc. Mais je l'avais pas vu arriver à ce point-là, et je trouve le potentiel très intéressant, même si encore une fois, j'ai l'impression que c'est parfois plus difficile pour des joueurs qui ont un peu 6,5, 7 partout, notamment dans la compréhension du jeu, de monter parfois très haut par rapport à d'autres qui ont vraiment une qualité très très forte. Pourrait être candidat aussi au joueur défensif de l'année s'il jouait un peu plus régulièrement, parce que c'est une machine à presser. Et d'ailleurs, on en parlera bientôt sur Coparena. Ça fait partie d'un nouveau format qui va arriver. Florent. Mais justement, je vais parler aussi d'une machine à presser, et qui, à mon sens, se détache assez loin au-dessus des autres rookies. Alors, je vais pas faire très long, mais je vais juste évoquer cet aspect de son jeu, cet aspect pressing. C'est Kadewere. Qui en plus d'être un joueur qui apporte pas mal, en effet, dans le dernier tir, on l'a évoqué, sa capacité à jouer en remise, sa capacité à marquer, 9 buts, 4 passes décisives depuis le début de la saison. Mais c'est aussi un des joueurs lyonnais qui est parmi les plus présents au pressing, puisque par rapport à Depay ou Toko Ekambi, qui sont ces deux coéquipiers en attaque, Kadewere va faire 14 pressions par match en moyenne par 90 minutes, quand Depay en fait 10 et Toko Ekambi en fait 9. Alors juste une petite mention au passage, le Lyonnais qui fait le plus de pressions par match, est-ce que vous allez le deviner ? Cacré. Évidemment, c'est Cacré qui en fait 27, sachant que le deuxième est à 23, c'est Bono Guimaraes, et Paqueta est à 20. Mais voilà, évoquer aussi ce côté défensif de Kadewere, ça permet de compléter un profil déjà hyper complet et hyper intéressant. Et pour quelqu'un, ça reste quand même assez parlant. Quand il débarque à Lyon, je pense que dans l'esprit de tout le monde, et peut-être le sien aussi, c'est le gars qui doit être la doublure de Moussa Dembélé. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé cette saison ? Certes, il a fallu changer un petit peu l'animation et adapter tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé cette saison ? Dembélé vient de partir à Atlético Madrid et Kadewere se retrouve titulaire en attaque à peine 6 mois après son arrivée. Donc ça marque quand même, je pense, la performance pour un joueur qui, certes, dans sa carrière, a perdu un peu de temps parce qu'il y a eu, il me semble, des grosses blessures, des absences, des quelques saisons perdues par-ci par-là, mais qui aujourd'hui n'a plus de temps à perdre et a décidé, je pense, justement de ne pas le perdre et risque d'aller très haut très vite. Christophe, est-ce que tu as d'autres noms à proposer que je n'ai pas dit dans cette première liste ? Je rappelle qu'il y a Kadewere, Fèvre, Gouiri, Badé, Ratchiopi, Kolo Muani, Jonathan Klaus et Kiki Kouyaté. Un petit point rapide sur Gouiri, Badé, Ratchiopi. Gouiri avait démarré très fort, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué depuis plusieurs semaines, notamment. Alors pas depuis que Vieira a été viré, parce que même avant c'était un peu plus dur. Mais là, il est au ralenti par rapport au début de saison, en tout cas en termes de stats. Loïc Badé, le défenseur central de Lens, qui peut-être sera dans la catégorie du joueur défensif de l'année aussi, qui est, je pense, qui doit être à la bagarre avec Kiki Kouyaté pour les duels aériens, par exemple. Flo, je sais pas si tu as les stats sous les yeux, mais Badé avait des stats de duels aériens absolument improbables. Alors, il est immense, ça aide, mais il
il s'en sort bien aussi. On en parlera bientôt. Ratiopi, qui je crois est le meilleur gardien de Ligue 1, pardon, pas encore de Ligue 1, selon les stats avancées de Julien Asunsao. Ouais, c'est ça. Qui les a recoupés. Et voilà, je voulais parler de ces 3 joueurs-là. Alors il y a Jonathan Klaus qui, du côté de Lens, est un profil de rookie un peu particulier parce qu'il est, je crois, encore plus âgé que Kadewere du coup. Oui, et puis de tout ce qu'on m'en a dit en 2e division allemande, il était déjà très fort. Donc en plus chez une équipe qui termine championne, je crois, qui en tout cas monte. Ouais. Et en plus il avait alors ça dit pas tout, hein, mais il avait ce côté joueur qui aimait beaucoup faire la fête, etc. Il l'a reconnu. Et du coup là il s'est un peu cadré. Et je pense que c'est son vrai niveau. Enfin, en tout cas moi, alors je me cours régulièrement, hein, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais je suis pas spécialement étonné par ses performances. Du coup ça me fait moins tiquer que d'autres, ou typiquement Ratiopi que je connaissais pas du tout, qui en plus est même pas là pour être titulaire, hein, sinon bah déjà le départ de Gomis c'est pas attendu, et puis ils auraient pas recruté Saturnin à Lagbé, meilleur prénom mais pas meilleur gardien de l'histoire de la Ligue 1, qui au final a été relégué sur le banc assez rapidement. Et c'est vrai que Ratiopi je l'ai pas vu arriver, et vrai bon gardien. Alors après c'est toujours pareil, hein, les gardiens entre les débuts et la confirmation, on en perd pas mal, hein, certains même au début c'était pas génial, hein, mais des fois je repense avec tendresse à Moisassen et compagnie, et je me dis chez les gardiens prometteurs il y a eu de la casse. Mais c'est vrai que lui, je vais pas dire qu'il tient Dijon, hein, mais si t'as un moins bon gardien, je pense que Dijon a encore moins de points. Donc intéressant. Badé aussi. Bah après j'ai l'impression que je lis plus de bien sur lui que je ne le vois jouer. J'ai l'impression que tous les gens que je côtoie adorent Badé. Alors aussi, je bosse pour La Voix du Nord, donc forcément, je suis amené à discuter avec les gens qui couvrent Lens, mais ça fait partie de tous ces défenseurs qui ont vraiment un énorme package. Et là-dessus, la formation française, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de défenseurs de 20 ans qui sont plus complets que le 6e meilleur défenseur espagnol, quoi. Et là-dessus, vraiment, pas grand chose à dire. Il peut encore un peu s'améliorer, hein, mais il arrive déjà avec un très bon niveau pour quelqu'un qui, je crois, de mémoire, avant d'arriver à Lens, n'avait joué que 10 matchs pro ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses parfois que Florian Maurice se dit « Et si j'avais recruté Ratiopi au lieu de prendre Alfred Gomis ?» Surtout qu'il le connaissait du coup, parce qu'il était à l'OL. Ouais. Après, il connaissait encore mieux Grégory Coupé, qui du coup est parti à Dijon et l'a ramené dans ses bagages. Mais c'est vrai qu'il peut se poser la question. Parce que, voilà, la l'actu de Romain Salin et de Gomis, c'est pas génial en ce moment. Sachant un petit quelque chose sur Ratiopi et sur Dijon, puisque en termes de surperformance défensive, donc collective, les 2 équipes qui surperforment le plus défensivement en Ligue 1 sont le PSG et Dijon. Donc les Keylor Navas et Ratiopi, qui sont les 2 gardiens, je crois, qui ressortent le mieux justement sur cette fameuse statistique expliquée dans un article de Coparena, le post-shot expected goals, qui permet de déterminer, ou en tout cas de voir les gardiens qui sont particulièrement performants saison après saison. Et je crois que Ratiopi et Navas sont justement les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1 sur cette stat-là cette saison. Parce que si tu te dis que tu mets pas 16 millions sur Alfred Gomis, tu gardes Rafinha pour te permettre d'avoir Doku à gauche, Rafinha à droite, et tu fais Ratiopi en prêt ou prêt avec option d'achat. Et voilà, j'ai fait pleurer des Rennais qui voient une saison tout à fait différente. Bon, après c'est facile d'imaginer ça après, hein, mais c'est pas la même chose de faire le travail de directeur sportif, et on en parlera tout à l'heure. Le joueur défensif de l'année, Florent, tu l'as voulu, tu vas te lancer là-dessus. Je vais te citer des noms, et c'est à peu près les noms qu'on a évoqués dans cette émission, par rapport à certaines données qui ont été données. Kadewere, Loïc Badé, Kiki Kouyaté, Maxence Cacré du coup, parce qu'il fait 1000 pressions par match, Colomani, Marquinhos, Botman, Benjamin André et Tchouaméni. C'est une première liste comme ça que j'ai improvisée en quelques secondes, j'espère qu'elle te satisfait. On peut rajouter peut-être Fofana à Monaco. J'ai surtout regardé le haut du classement parce que j'ai pas envie de mettre un joueur défensif dans une équipe qui concède 50 buts par demi-saison. Ouais, pourtant t'aurais pu penser, c'est peut-être la seule zone, la seule récompense à laquelle pourrait prétendre un Bordelais, même s'il sera certainement pas numéro 1. Mais c'est là que j'aurais placé Laurent Koscielny, par exemple, qui reste un élément central et primordial de la fameuse défense bordelaise, on va dire qui est bien payé mais qui défend pas trop mal. Mais c'est vrai que lui est pour beaucoup dans cette solidité défensive. Maintenant je vais pas faire 10 ans sur lui. Après il y a aussi, je viens de le mentionner en parlant de Ratiopi, Keylor Navas au PSG.
Je pense que c'est lui tient. Si Paris a 45 points, je pense qu'il y est pour beaucoup. Dans les matchs moyen plus, c'est quand même un des rares gars du PSG qui a toujours été là et toujours été performant. Et en poussant un peu la réflexion, j'ai presque envie de me dire que s'il y a un MVP du côté du PSG sur la saison, c'est sans doute lui. Et je pense que les supporters parisiens viennent de se lever en applaudissant chez eux en écoutant ce podcast. Mais après avoir mentionné ces deux-là, après, est-ce qu'on peut élire un gardien joueur défensif de l'année ? Je sais pas. C'est à voir. Ça va être les sensibilités. Mais je pense c'est que lui qui défend le plus. Hein. Si les gardiens sont éligibles, je pense que Navas est tout est une évidence. Tout indiqué. Ouais. Reste la question ensuite de si on ne mentionne pas les gardiens. Et là, je pense que, pour te faire plaisir aussi, je pense que Sven Botman se détache assez nettement, tant pour sa capacité à être dominant dans les duels, puisque en termes de duels défensifs gagnés, Christophe évoquait la stat tout à l'heure pour Kouyaté, c'est le joueur qui s'en sort le mieux et qui est quasiment à 80%, je crois, de duels défensifs gagnés. Chiffre qui pourrait d'ailleurs le placer aussi parmi peut-être les rookie de la saison, même si l'Eredivisie reste un championnat de bon niveau. Mais voilà, je pense qu'entre Navas et Botman, t'as deux candidats assez évidents. Et j'imagine, je peux croire un Koscielny nommé dans les 5, mais ne pas prétendre au titre quand même, faut pas pousser. Je pensais à un moment que tu allais parler de Jules Koundé, parce que tu as commencé à parler des centraux bordelais, et je m'attendais à une référence en disant « Ah, Jules Koundé l'aurait remporté il y a 2 ans », ou quelque chose comme ça. Tu nous as évité ça. Alors Botman, que dans un jeu du directeur sportif, on avait cité, je crois que plusieurs d'entre nous l'avaient cité, on l'avait notamment envoyé à Rennes, et pile le même jour, il y avait eu une rumeur comme quoi Rennes le voulait. Bon, après, Campos est passé par là, et quand t'as la force de frappe de Campos, c'est plus facile de convaincre des joueurs de venir, mais c'est vrai que ça aurait pu être une autre destination pour lui. Christophe, est-ce que tu as des candidats parmi ceux-là que tu aimes, ou d'autres que tu as vus sur cette saison? Je rappelle les noms que Florent n'a pas évoqués pour l'instant, donc il y a ton chéri Kiki Kouyaté, Marquinhos, auquel tu as parlé un peu plus tôt, Benjamin André, là, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est un peu le gros pressing au milieu de Lille, et Tchouaméni à Monaco. Non, j'ai pas. Enfin, si tu me demandais un nom et de voter, je pense que je mettrais Navas et que je le mettrais devant Botman. Maintenant, s'il faut donner des mentions ou contextualiser le Botman, je pense que José Fonte peut être cité. Et c'est vraiment pas pour citer spécialement des Lillois. Parce que même si cette équipe est bien classée, mais tout le monde ne fait pas une saison incroyable au sein de l'équipe. Mais en fait, individuellement, Botman est, je pense, meilleur, plus impactant que Fonte. Maintenant, si t'en enlèves un des deux, je suis persuadé que le binôme de Fonte serait meilleur que le binôme de Botman. Et ça fait quand même... Je vais utiliser le terme, mais pour dire que je pense pas que ça s'applique dans ce cas-là, mais c'est un terme qu'on a déjà utilisé pour d'autres joueurs. Je vais pas dire que Fonte offre des carrières à des joueurs qui sont avec lui, mais je pense qu'en tout cas il leur permet de vraiment briller. Et typiquement Gabriel, alors qui est pas du tout mauvais à Arsenal, qui a gagné plusieurs titres de joueur du mois par les supporters, tout ça, donc pas de souci, bon joueur. Mais c'est vrai que quand il est recruté, il joue absolument jamais. Il se retrouve prêté à 3 en Ligue 2, il joue pas. Il se retrouve prêté à Zagreb, il joue pas non plus énormément. Il se retrouve parfois avec la réserve de Zagreb en 2e division. Enfin bref, c'était pas un joueur qui était sur les bons temps de passage. Et finalement, quand il a enfin sa chance à Lille, il se retrouve bon. Et comme d'autres, Soumaro quand il jouait avec Fonte, etc. Ils ont globalement tous été bons. Lui a parfois des petits problèmes liés à sa vitesse, même s'il compense pas mal. Je pense qu'en Europe, sur les 15 dernières années, je crois qu'il est numéro 2 en termes de penalty concédés. Il a ces travers-là. Et je pense que dans tous les cas, Botman, qui a un petit côté cyborg Terminator, qui ne sourit jamais et qui est très impressionnant physiquement, est destiné dans tous les cas à faire une bonne carrière, même si il peut améliorer sa relance et d'autres choses. Mais je pense qu'il faut quand même aussi citer Fonte, qui est l'un des acteurs majeurs du renouveau lillois depuis quelques saisons, et sans doute pour moi la meilleure recrue de l'ère Campos, parce que sans Taulier dans le vestiaire, ça serait compliqué. Mais si tu me demandes purement défensif, je mettrais Navas devant Botman.
Bon, le consensus tourne vers Keylor Navas et on va dire que c'est notre choix. À ce moment-là de la saison, si ça devait être un gardien, et sinon donc une hésitation entre Botman et Fonte, les deux centraux du LOSC, pardon. Coach de la saison, à vous, messieurs, de me proposer des noms. J'en cite 5, mais il peut y en avoir d'autres. Je descends selon le classement. Galtier, Garcia, Kovac, Franck Hez, Olivier Dalloglio. Je crois, Florent, que tu m'avais proposé Frédéric Antonetti aussi en préparation de l'émission. Absolument pas. Ah je confonds avec je sais pas qui. Mais je sais pas pourquoi j'ai lu Antonetti un moment. Je crois que c'était Julien Maumont qui oui, ça doit être Julien Maumont, l'omniscient. Mais il faut quand même signaler que le comeback d'Antonetti, en effet, sur un banc, je pense qu'on aurait été assez peu nombreux à imaginer Metz à la 8e place du championnat après 21 journées. Ça on peut quand même le signaler. Ils étaient où quand il est revenu ? Je ne saurais pas dire exactement. mais je crois qu'il n'était pas 8e. Est-ce que tu as la date du remplacement de Vincent Ognon par pas Frédéric du tout. Antonetti? Je suis en train de chercher parce que je me dis ça devait être après une série de défaites, quelque chose comme ça. C'est au moment où Antonetti s'est senti apte à revenir surtout. Ouais. Alors oui, c'est aussi. octobre 2020. Le 12 octobre 2020, il reprend l'équipe. Donc je vais vous dire le résultat de Metz. Metz, depuis le 12 octobre 2020, fait 6 victoires, 6 nuls et 3 défaites. 17 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc c'est la deuxième meilleure défense du championnat depuis le retour d'Antonetti. Sachant qu'il y a une petite performance aussi en termes d'expected goals par-dessus ça. Et c'est en termes de points récupérés, c'est 24 points pris. Et c'est derrière Lyon, Paris, Lille et Monaco. Mais c'est 5e du championnat depuis qu'il a repris l'équipe. Autre petite statistique, au moment du changement d'entraîneur, donc, Metz était 15e avec 7 points, Lyon était 14e avec 7 points, et Nîmes était 13e avec 8 points. Comme quoi, les choses vont vite dans ce fabuleux sport qu'est le football. Confirmation en tout cas qu'on rajoute Antonetti donc aux 5 premiers que j'avais cités, Garcia, Kovac, Galtier, Hez et Dalloglio. Florent, ton choix au-delà de Antonetti qui en effet fait un magnifique comeback. Alors personnellement j'aurais voté Franck Hez, même s'il y a une certaine irrégularité et des limites dans ce que fait Lens cette saison. J'aime beaucoup la proposition. On en a déjà assez parlé. On en avait parlé en tout début de saison d'ailleurs, avec ce côté très bergamasque au niveau du style dans cette équipe lensoise. Même si les milieux sont pas les mêmes, sont beaucoup plus tournés vers l'offensif que régulateurs et équilibrants. C'est plus les relanceurs qui vont organiser et qui vont faire les passes dans le camp adverse. Et c'est là que je vais enfin pouvoir placer Jonathan Gradit, qui est une des révélations de la saison. C'est pas une catégorie qui existe, mais je vais la créer. Gradit, c'est juste une statistique qui me fait beaucoup rire et que j'avais pu repérer après avoir vu son match face à Marseille. C'est les progressive runs, donc les ballons portés, en gros les ballons portés, les ballons conduits. Et en fait, Gradit se retrouve sur cette statistique d'un Wisecout, donc le nombre de progressive runs par match, par 90 minutes. Donc je vais vous citer le top 10 en démarrant de la 10e place. Donc il y a Doku, Di Maria, Aïdara, le latéral de Lens aussi, Zenelli, Moses Simon, Romain Fèvre, Jonathan Gradit, Hatem Ben Arfa, Neymar et Mbappé. Donc voilà, c'est absolument improbable de retrouver un défenseur central dans cette situation-là. Mais Gradit est très intéressant de ce point de vue parce que, en gros, quand Lens n'arrive pas à progresser par la passe, c'est lui qui va trouver souvent une solution avec un crochet intérieur et puis il va porter la balle jusqu'à ce qu'une solution s'offre à lui. Et c'est lui, côté lensois, qui le fait le plus souvent et de manière assez efficace, comme il avait fait à Marseille. Donc voilà, je cite Gradit parce que voilà, c'est un des joueurs transformés, je pense, parce que la proposition et ce que fait Franck Hez depuis le début de saison avec le Racing. Donc je voterai pour lui, même si si on prend les performances par rapport à l'effectif, par rapport à l'agitation aussi qu'il peut y avoir en coulisses, mais qui n'empêche pas cette équipe de rester performante. Je pense que Galtier se détache assez nettement pour être un candidat. Avec les performances en Coupe d'Europe en plus aussi. À ajouter. Lens qui a un style à la Atalanta et des stats à la Leeds, puisque c'est à la fois une des meilleures attaques et une des pires défenses du championnat. Ils sont pile à l'équilibre là, 30 buts marqués, 30 buts encaissés en 21 matchs et 31 points.
C'est plutôt sympa de voir une équipe comme ça qui aime prendre des risques, mais qui prend des points quand même. Et à l'inverse de Brighton qui n'y arrive pas. À signaler quand même que les 30 buts encaissés, si on se penche sur les expected goals concédés, il y a beaucoup plus de buts encaissés que d'expected goals concédés. Donc il y a peut-être un petit souci au niveau du gardien de but, mais qui est souci qui se règle quand même au fil de la saison, j'ai l'impression. Parce que je crois que sur les dernières rencontres, l'EK est beaucoup mieux qu'en début d'exercice. Florent, tu viens de parler. Christophe, toi oui, qui connais bien Galtier dont tu as parlé, Florent, est-ce que tu le vois aussi comme le favori de cette course qu'il a déjà remporté d'ailleurs? Il me semble qu'il avait gagné une année devant Ancelotti. Ouais, où il avait fait égalité, je crois. Victoire. Ouais. Je crois que c'était égalité. Mais ouais, je sais pas trop. En fait, j'ai bien envie de récompenser Franck Hez, qui en plus a un nom propice au jeu de mots. Typiquement, tu l'imagines en duo à l'époque avec Ludovic Ball, un joli duo balèze. Mais non, sinon, en fait, Hez a cet avantage pour lui du projet de jeu qui est installé, alors que la saison dernière avec Montagnier, ça ne jouait pas au foot de cette façon-là. Il arrive, il impose sa patte, il y a des résultats, il y a des joueurs qui brillent, et j'avoue que moi ça correspond pas mal à ce que j'attends finalement d'un entraîneur, c'est-à-dire à la fois le côté, même si ça peut être un mot un peu étonnant, enfin voilà, c'est un mot un peu trop ambitieux parfois concernant des joueurs professionnels de cet âge-là, mais le côté un peu formateur, c'est-à-dire que malgré tout, il met ses joueurs dans des conditions où ils peuvent progresser, ils peuvent se révéler, ils sont responsabilisés. Moi c'est pour moi, ce qui devrait être l'ambition de pas mal de directeurs sportifs. Parce qu'au-delà des résultats, t'as quand même des joueurs qui prennent de la valeur marchande, qui s'épanouissent, des spectateurs qui, voilà, en ce moment il n'y a pas de spectateurs, mais qui viennent plus nombreux au stade, une curiosité de la part des suiveurs. Donc pour moi, c'est vraiment la voie à suivre, et j'aimerais bien qu'il y ait plus d'entraîneurs qui aient cette vision-là. Donc là-dessus, Hez et alors c'est un peu facile dans le sens où voilà, tout le monde fait les louanges de Lens à longueur de saison, et il y a peut-être plus de louanges que de points, mais finalement je trouve ça assez logique. Maintenant oui, on peut signaler à la fois quand même le fait que depuis la fin du mercato, l'OL de Rudy Garcia il prend beaucoup de points. Même si là ça s'est un petit peu calmé, ça reste une équipe qui depuis qu'elle a pu cette menace de perdre Memphis, etc., et qu'elle a Paqueta, gagne quasiment tous ses matchs et sans toujours impressionner, mais finalement avec une force de frappe qui est impressionnante. Et oui, Galtier, une forme de force tranquille, même si encore une fois le jeu depuis quelques semaines, voire un mois, il y a la blessure de Renato Sanchez évidemment, c'est plus minimaliste. Là typiquement le match face à Rennes, tu marques ton but et après il y a pas grand chose à part du bloc médian solide, mais dans ce que t'évoquais, le contexte, la capacité à se renouveler saison après saison, alors qu'on lui décime entre 20 et 40% de son effectif, en tout cas régulièrement les meilleurs joueurs, ça mérite un bravo. Et lui aussi a reconnu qu'il avait une évolution en tant que coach après son départ de Saint-Etienne, qui s'était remis en question, qu'il avait parlé à ses joueurs. Il l'expliquait dans une interview à SoFoot, et qu'en gros il avait fait un diagnostic et il avait fait évoluer sa façon de jouer. Et même si ça se voit un tout petit peu moins, comme je disais, depuis quelques semaines, il y a quand même une évolution des ambitions sur les phases avec ballon, sans ballon, etc. Donc voilà, c'est un peu la shortlist. Évidemment, Paris est en tête, mais Paris a changé d'entraîneur, et ça serait un peu étonnant de récompenser un coach parti. Mais je pense que là cette saison il y a quand même pas mal de bons coachs, donc c'est plutôt intéressant à souligner. Florent me souffle qu'il faut faire sauter certaines parties par rapport au temps qui nous reste, et en effet je vais faire sauter même 2 parties. Je vais virer la séquence du coach viré, parce que ça ne colle pas du tout au thème finalement, puis on verra bien ce qui se passera. On en reparlera peut-être quand un des coachs se fera virer. J'avais comme candidat Pélissier, Arpinon, Puel et Linares, donc en gros les mecs les moins bien classés, qui sont en plus dans des états d'esprit et des trajectoires très différentes, parce que Pélissier a fait monter Lorient, Arpinon a succédé à Nîmes à Blacard, et il avait très bien commencé la saison, et j'ai l'impression que depuis c'est difficile. Puel, il est censé avoir les pleins pouvoirs, mais à un moment est-ce que ça va pouvoir tenir? Et Linares, j'ai pas d'avis. Je sais pas. Il a redressé un petit peu le club. Dijon s'est redressé, ouais, quand même un petit peu là. Ouais. Donc logiquement il devrait. Mais bon, je vois pas d'autres candidats en Ligue 1 en fait. Je vois pas qui d'autre pourrait être viré vu l'évolution de la saison. Je vois pas de justification. Si, Villas-Boas, pardon. Oui, c'est vrai, prochain coach viré. Oui, c'est vrai, en effet, j'aurais dû le mettre. Peut-être que ce sera lui.
à la prochaine déclaration un peu trop tendue, peut-être que ce sera lui. Je l'avais complètement zappé. Mais je sais pas si Marseille se le permettra financièrement, même s'il ne reste pas beaucoup de mois de contrat, et s'il n'y aura pas quelqu'un avant lui. Mais vous savez qu'on n'a pas cité un seul Marseillais, ni même le mot Marseille depuis le début de cet épisode. Oui, je m'en suis rendu compte. Le problème, c'est que dans quelle catégorie tu pourrais faire rentrer un Marseillais? La seule catégorie que je vois, mais il faudra plus de temps, peut-être l'été prochain ou l'hiver prochain, ce sera Longoria, dans le directeur sportif de la saison. Peut-être. Et ça me fait une transition parfaite. Pour vous citer les candidats de cette catégorie, Paul Mitchell à Monaco, Juninho à Lyon, Lorenzi du côté de Brest, et j'ai aussi le fantôme de Campos à Lille, Christophe, puisqu'il a quand même amené quelques joueurs, et dans le candidat qui finalement n'est pas là du tout, et dont la nomination au départ avait étonné, il y a Peggy Lugindula du côté de Dijon, qui a connu une période très très brève, puisqu'il a sauté en même temps que pas mal d'autres gens du club, je crois. Je sais plus qui ils avaient viré en même temps, mais le coach peut-être, je ne sais plus. Ouais, le coach. Mais, c'est ça, qui avait sauté en même temps. Bon, voilà, donc ça a pas duré du côté de Peggy Lugindula. Vos candidats, messieurs, et je vais commencer par Florent là pour nous parler des directeurs sportifs. Ça va permettre de parler mercato. Quel est le mercato que tu as préféré, ou la direction sportive, le choix du coach aussi, parce que ça fait partie des missions de certains directeurs sportifs, on va dire. D'autres n'ont pas forcément le choix. Qui t'a le plus saisi cette saison par cette qualité-là? Je pense que c'est difficile d'aller sur une autre personne que Juninho. Ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que aujourd'hui Lyon s'est redressé, Lyon fonctionne assez bien depuis quelques temps, même si attention aux petits... ils ont mis 5-0 à Saint-Etienne le week-end dernier, mais le petit ralentissement contre Metz, la défaite contre Metz même, et le match nul contre Rennes, dans un match où ils se sont fait balader pendant 1 heure, t'avais l'impression aussi d'avoir une équipe qui recommençait à ronronner un petit peu après sa très très bonne série qui lui avait permis de remonter en flèche au classement. Mais Juninho, ne serait-ce que parce que, si tu veux par exemple comparer à Paul Mitchell débarque juste, il est arrivé cet été à Monaco. Juninho, ça fait déjà 1 an qu'il est là, et du coup tu vois dans la construction de l'équipe le fait que tu commences à voir sa patte. Je pense que la patte d'un directeur sportif, tu peux pas la juger sur 6 mois. C'est difficile. Autant un coach peut en 2 mois changer totalement le visage d'une équipe, autant un directeur sportif, je pense, pour changer les habitudes, pour changer la manière de travailler, pour changer parfois la mentalité aussi au sein de tout l'organigramme et de tout le sportif, je pense qu'il a besoin de plus de temps. Et j'ai l'impression que Juninho prend de plus en plus de place, de plus en plus ses aises, et que ça se ressent sur l'équipe. Et le meilleur move de l'OL cet été, je pense que c'est d'assez loin ce qui ressemblait pourtant à un panic buy en imaginant le départ de Houssem Aouar, c'est l'arrivée de Paqueta, qui, j'ai l'impression, est vraiment de son ressort à lui, et qui, de mon point de vue, est une des plus belles surprises de la saison, parce que je ne m'attendais pas du tout, alors c'est sans doute mon tort pour ne pas l'avoir assez vu du côté du Milan AC, mais je ne m'attendais pas du tout à ce type de joueur, et c'est un joueur magnifique qui se fond parfaitement dans l'effectif lyonnais, et en plus, à terme, tu peux déjà imaginer que le milieu de l'OL l'année prochaine, si Aouar devait partir, ce sera Paqueta Cacré, et avec ce milieu-là aussi, tu pourras voyager tranquille. Donc voilà, Juninho, en espérant ensuite, si ça se passe comme prévu, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer, parce que si ton entraîneur atteint ses objectifs, peut-être que tu voudras le prolonger, mais Juninho sera aussi attendu l'été suivant, au moment du possible changement de coach, puisque Garcia est en fin de contrat aujourd'hui. Qui est-ce qu'il ira chercher à ce moment-là? Et là, ce sera peut-être l'occasion de lui redonner un 2e trophée. Mais pour l'instant, je vois personne d'autre de toute façon qui peut prétendre à la position, ne serait-ce aussi pour une deuxième raison qui nous est partagée ici ou là, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est avant tout intéressé par le club et pas forcément par ses intérêts personnels. Et en tant que directeur sportif, c'est pas toujours une qualité très répandue. Et qui parle souvent et quasiment exclusivement de foot dans ses déclarations. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa. C'est qu'en général, son analyse du jeu correspond plutôt à ce que les gens voient, et c'est pas révolutionnaire, mais c'est assez juste, et il parle beaucoup de terrain, donc c'est assez cool. Et il a rarement massacré un joueur ou un coach dans la presse. Alors il y avait eu Touzard au début où ça avait été assez violent, indirectement, parce qu'il avait dit qu'il fallait un 6 joueurs.
Après, là, l'histoire lui donne un peu raison, parce que Oui. Touzard est Oui. 15e avec le Hertha, en binôme avec Guendouzi, et qui joue pas, et Darida à 3, là, et il joue même pas spécialement tous les matchs. Même Non, dans mais cette équipe qui a la dérive, c'est loin d'être l'un des rares à sauver, donc c'est embêtant. Dans le fond, je suis assez d'accord avec lui. Et tu parlais, Florent, du milieu possible l'an prochain. Tu as parlé de Paqueta et Aouar. Ça pourrait être aussi Guimarães qui retrouverait un poste devant la défense. Paqueta et Cacré, pardon. Avec Paqueta et Cacré devant lui. mais Donc, c'est ce à qui quoi je pensais, pourrait, oui, vu qu'ils sont à 3 au milieu aujourd'hui. Ouais. même si Thiago Mendes sera un concurrent sérieux s'il continue comme ça. Puisqu'il est revenu à un niveau plus que correct. Et dans les derniers cadeaux de Florent Maurice, qui a pas toujours visé juste, mais qui a quand même amené pas mal de bons joueurs à Lyon, Kadewere fait du bien aussi. Je crois que c'était une recrue de sa part, il me semble, lors de l'hiver 2020. Oui, parce qu'il Ouais, le c'est laisse ça. en prêt ensuite. Et ça a plutôt bien marché. Et même Toko Ekambi, qui au départ ne semblait pas idéal pour l'effectif lyonnais, colle bien à ce que fait Lyon, en tout cas en ce moment, avec Depay et Kadewere à côté de lui. Donc ça, c'est plutôt bien. Disons que les deux mercato, les deux directeurs sportifs se sont bien mélangés sur la fin de leur collaboration. Voilà pour l'OL. Christophe, est-ce que d'autres noms t'inspirent? Il n'y en a pas forcément énormément en Ligue 1 cette saison. Je crois que c'est Julien Maumont qui nous a suggéré aussi Lorenzi du côté de Brest, parce que c'est vrai que Steve Mounier, par exemple, c'est pas mal du côté de Oui, Brest. et ça correspond bien avec l'idée que les latéraux se projettent beaucoup pour centrer. Et ça t'offre Ouais. une variété aussi dans une équipe qui sinon pouvait avoir le risque de un peu tourner en rond en construisant beaucoup au sol. Fèvre, c'est pas mal aussi. Fèvre, c'est une recrue et c'est plutôt bien joué. Oui, aussi, oui. Non cité, mais pour dire qu'il est disqualifié par une règle à laquelle je suis sûr vous n'avez absolument pas pensé. Disqualifier le fantôme de Luis Campos, qui était un fantôme et qui maintenant n'est plus Luis Campos, qui en plus n'était même pas directeur sportif, qui était conseiller sportif du président, mais qui était Oui, prestataire. oui. C'est quand même un concept du directeur sportif. À chaque fois, je me souviens dans le papier AFP, j'étais obligé de mettre directeur sportif officieux, parce que le mec dans l'absolu était agent libre et pouvait donner des avis à droite à gauche à des concurrents. Et bon, ça c'est encore autre chose. Oui, je disqualifie Campos tout simplement parce qu'il y a des partenariats, alors partenariats directs et indirects, mais avec deux clubs à l'étranger, avec Boavista au Portugal qui est dernier et avec l'Excelsior Moucron qui est barragiste. Alors au moment où on enregistre, ils sont en train de mener contre Anderlecht, donc ils vont peut-être sortir de la zone de barrage, mais avant le changement d'entraîneur et le fait de mettre quasiment tous les mecs venus du LOSC sur le banc, puisque globalement je crois que t'as 10 joueurs qui étaient venus de la réserve de Lille pour aller s'aguerrir à Moucron, sauf que la réserve de Lille était descendue de N2 en N3 et que globalement ces joueurs-là n'étaient pas très bons, notamment Postolacci qui a marqué 0 but avec la réserve en N2 et qui en a mis 0 je crois également avec Moucron. Donc voilà, pour dire qu'il a fait un peu de la gestion de plusieurs clubs et que finalement autant à Lille ses recrues étaient plutôt bonnes, autant certains mecs qu'il a recrutés à Lille ou qu'il a voulu valoriser en mettant à l'étranger, ces joueurs-là, la plupart ça ne va pas trop. Donc là-dessus c'est refusé, et mine de rien ça rejoint quand même Lille, parce que certains des mecs qu'il a pris et qui ont du mal à briller sont certaines de ses recrues. Non, j'aime bien le boulot de Mitchell juste pour le côté avoir réussi à vendre des joueurs. Ça montre que c'est faisable. Alors, est-ce que, enfin, j'ai pas le détail. Est-ce qu'ils ont tous été bien vendus? Est-ce que tous les deals pris séparément sont vraiment des bonnes affaires pour Monaco? Il y en a peut-être un ou deux où tu peux te poser la question. Je pose la question. Je dis pas que je sous-entends rien, mais le fait est qu'il est arrivé avec un effectif qui était trois fois trop grand, pardon. Et que maintenant l'effectif est de taille à peu près acceptable, et ça montre que c'est faisable, et c'est des choses, mine de rien, que, alors, c'est peut-être plus difficile à vendre, mais que Leonardo n'arrive pas forcément à faire à Paris, où les joueurs, il faudrait sans doute en vendre quelques-uns, et t'arrives pas à trouver preneur. Là, Mitchell a réussi à délester l'effectif de pas mal de poids et considéré comme mort. Donc bravo à lui, même si je pense que sa patte sur les arrivées est pas encore suffisamment clair pour qu'on le mette vraiment en numéro 1. Je pense que Juninho reste en tête, parce qu'encore une fois ça se juge sur du moyen terme quand même. On verra, mais les trois premiers noms sont plutôt sympas, parce que c'est donc Caio Henrique qui est arrivé pour jouer latéral gauche, qui est pas mal, Kevin Folland donc qui stade bien, et c'est Crépin Diatta le dernier qui est arrivé tout récemment et dont je comprends pas bien le prix là. Je crois que c'est 15 millions. J'ai même l'impression que c'était 12, mais t'as peut-être raison.
Ça me semble très faible par rapport aux joueurs que c'était en Belgique et même sur les compétitions européennes. Il était valorisé à plus que ça et les dernières rumeurs c'était plus du 30 que du 12-15. Alors peut-être que le contexte sanitaire a joué, mais c'est plutôt pas mal. Je pensais pas du tout qu'il partirait l'hiver comme ça. Mais c'est vraiment un bon joueur. Donc, il y a peut-être un besoin de vendre en urgence pour faire rentrer un peu de sous. C'est pas impossible ça. Tu veux dire que la Belgique est pas plus solide que la France financièrement son football? J'ai pas l'impression. Après, Bruges restait a priori un des clubs quand même qui bossait le mieux là-bas. Ils ont pris Bas Dost, qui va, je pense, marquer 800 000 buts en Belgique. Christophe, en effet, Bas Dost, le roi des XG, qui a enchaîné des buts comme ça, pas possible. C'est un peu le Piontek réussi. On se rappelle on se rappelle pas d'ailleurs de Piontek, qui est au Hertha aussi. Sur le banc du Hertha maintenant. Voilà, tout se passe bien du côté du Hertha Berlin. Vous vous rappelez quand Guendouzi était très bon au Hertha Berlin et qu'on disait « Ah là là, Arsenal, quelle erreur !» Non. C'était une bonne époque, ça. Voilà, ça existait, ça existait. Non, il avait surtout été bon avec les espoirs, j'exagère un peu. Voilà pour notre émission Trophée NBA Ligue 1, pour changer un peu l'angle d'attaque. Ça nous a permis de faire un petit peu une revue de cette Ligue 1 qu'on avait analysé avec Julien Maumont il y a un mois de ça, mais bon, quand Julien Maumont parle, on écoute et on se tait. Là, on a donné un peu plus notre avis. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On le refera peut-être en fin de saison, parce qu'il y aura aussi d'ailleurs l'épisode sur les jeunes de Ligue 1 qu'il faudra qu'on fasse. Donc on va bien couvrir le championnat d'ici là, parce qu'on a parfois tendance à un peu trop se concentrer sur les compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les pronostics avec PMU.fr. Alors comme d'habitude, j'ai un format textuel de la part de Florent et un format visuel de la part de Christophe. Commençons par Florent qui d'ailleurs nous propose 2 matchs de Ligue 1. Il est dans le thème. Vas-y Flo, tu commences par OM Rennes. Ouais, Marseille-Rennes, samedi soir, 30 janvier, 21h. Match au Vélodrome évidemment. Marseille qui reste sur 4 matchs sans victoire, un 0-0 contre Dijon, une défaite contre Nîmes, une défaite contre Lens, une défaite contre Monaco. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est les défaites contre Lens et Monaco, qui sont 2 équipes qui ont des certitudes dans le jeu, qui savent ce qu'elles veulent faire. Et Marseille, face à ces 2 équipes-là, a été battu assez largement, que ce soit au niveau du score, au niveau des occasions, ou au niveau des expected goals. Et au moment de retrouver Rennes, qui quand même s'il y a cette défaite face au LOSC le week-end dernier, reste aussi sur des certitudes retrouvées et une belle série donc qui a pris fin face à Lille, mais de 7 matchs sans défaite avec 5 victoires, 2 nuls, dont une balade de l'Olympique Lyonnais pendant un peu plus d'1 heure début janvier. Et du coup je me dis que vu que la dynamique marseillaise en plus en coulisses n'a pas l'air de se calmer, parce que j'ai pas tout suivi, mais j'ai l'impression que ça sort dans tous les sens et que ça fuite de partout dans la presse, etc. Et que ça révèle des choses ici ou là qui montrent que l'ambiance dans le groupe est bien pourrie. Je me dis que j'ai du mal en fait à imaginer, en présentant ce contexte-là et en le présentant de cette manière-là, j'ai du mal à imaginer un sursaut marseillais avec une resolidarisation autour du groupe, etc. J'ai l'impression que ça part un peu à volo et que ça risque d'être assez compliqué face à Rennes, qui va arriver avec pas mal de certitudes et qui va arriver avec de quoi leur poser des problèmes. Je parlais d'un exemple côté terrain, mais je me dis que quand tu vois les difficultés des Marseillais sur les côtés, que ce soit Nagatomo, Amavi qui jouait pas dernièrement, il était peut-être blessé d'ailleurs, ou Sakai au poste de latéraux, et que tu vois la montée en puissance de Jérémy Doku en face, qui est quand même meilleur match après match avec le Stade Rennais, je me dis que là, voilà, ça fait un argument de terrain supplémentaire qui permet d'imaginer des Rennais performants au Vélodrome, avec leur petite arme fatale des coups de pied arrêtés. Quand tu vois comment Marseille a craqué face à Monaco sur coup de pied arrêté, tu dis que le Stade Rennais aussi, avec Da Silva et Aguerd qui continuent leur petite course à distance pour le titre de meilleur buteur, là aussi ça fait un argument supplémentaire en faveur du Stade Rennais. Donc voilà, victoire de Rennes à Marseille samedi soir, c'est coté à 2,75 et je vais dessus. Pour ton deuxième pari, toujours en Ligue 1, tu comptes sur un bon Fulgini dont on a parlé. Ouais, un bon Fulgini entre autres, avec d'autres joueurs, parce que Angers affronte Nîmes, c'est dimanche à 15h, dimanche 31 janvier. Et Angers qui est un petit peu au ralenti, qui reste sur 3 défaites d'affilée face à Monaco, Paris et Bordeaux.
et qu'il a quand même une belle occasion de se relancer face à Nîmes, qui reste, même s'ils ont été performants face à Marseille, qui est resté sur pas mal de matchs sans victoire. C'était une série de 7 ou 8 matchs sans victoire avant ce succès au Vélodrome, qui a un petit peu tout déclenché pour les Marseillais. Je doute que ça déclenche quelque chose côté Nîmois, qui a eu un déclic qui leur permette d'aller chercher une nouvelle victoire sur la pelouse d'Angers. Donc je pars sur une victoire d'Angers, mais je pars en plus sur une victoire d'Angers avec entre guillemets la manière, quoi, c'est-à-dire une victoire avec un handicap de -1, donc Angers -1 c'est à 2,60, ne serait-ce que parce qu'à Bordeaux ils se sont fait surprendre en début de match, ils ont un petit peu manqué de réalisme sur certaines situations. Il y a Bauken qui a une ou deux balles d'égalisation, il me semble, qu'il ne cadre pas. Il termine à 0,91, je crois, en termes de d'XG sur ces 2 occasions. Donc on aurait pu imaginer qu'il en mette au moins une. Et je me dis que face à Nîmes, voilà, Bauken, s'il enchaîne le match, il va être capable de marquer son petit but. Peut-être Fulgini sur coup de pied arrêté. On a aussi une équipe performante avec sur coup de pied arrêté avec Romain Thomas ou Traoré qui peuvent placer leur tête. Et de bons tireurs aussi. Donc voilà, victoire d'Angers face à Nîmes, Angers -1, pour renforcer un petit peu le côté spectacle de cette équipe, un petit peu retrouvé avec Bouffal qui revient de blessure aussi, je crois, et Fulgini. Donc voilà, victoire d'Angers contre Nîmes, avec un handicap de -1, la cote est à 2,60. Christophe, à ton tour, il y a eu un vrai twist, c'est que tu as changé de pari au dernier moment, surtout, je pense, à cause du match que tu as vu de la part de Manchester City contre West Brom. On note que West Brom, depuis que Sam Allardyce est là, a fait match nul contre Liverpool, mais depuis, même avant et depuis, ne prend quasiment que des valises. Ils ont une moins bonne défense depuis qu'Allardyce est là, et pas mieux d'ailleurs depuis que quand Bilic était là. Donc le truc de Allardyce qui rend les équipes solides, d'accord, c'est sans doute pas cette fois en tout cas. Quel est ton pari sur Manchester City, Sheffield United, et ensuite on partira en Italie? Oui, alors le match, pour tout te dire, est même en cours. On joue actuellement à la 65e minute de ce match. City mène 5-0 face à West Brom. Et c'est vrai que je me suis dit que faire un pari, à la fois ça serait assez dans l'air du temps des performances de City ces dernières semaines, et en plus ça me permettrait d'en dire un mot. Donc du coup, mon pari, c'est le fait que Joao Cancelo va marquer un but, c'est à 8,50. Ce qui est un pari audacieux par la cote, mais qui finalement, quand tu vois les performances de Joao Cancelo ces derniers temps, est pas si étonnant que ça, dans la mesure où moi j'étais déjà hyper client de lui sur sa dernière saison avant de partir à Chelsea, n'importe quoi, à Manchester City, dans un drôle d'échange avec Danilo, où pour moi il y a à peu près 3 deltas d'écart entre les deux joueurs individuellement, donc j'avais pas tout saisi, et c'est vrai que c'était un latéral qui jouait extrêmement haut, mais je ne lui voyais pas quand même cette capacité à être une espèce de relayeur, voilà, un numéro 8 très performant qui va basculer entre les deux postes d'une phase à l'autre, mais qui va être extrêmement libre dans une équipe de City qui est extrêmement libre. Là, t'as du Gundogan à moitié faux, numéro 9, etc. Enfin, c'est une espèce de 3-2-5 en possession, vraiment ultra intéressant, qui me donne envie de renouer avec un certain amour de Pep Guardiola après des mois d'incompréhension entre nous. Là, je pense que vraiment la flamme renaît. Et Cancelo, alors, le but est pas une cote folle parce qu'il a marqué qu'une seule fois en championnat, et c'était tout à l'heure d'une lucarne assez jolie d'ailleurs. Donc du coup, c'est pas comme Souček par exemple qui a marqué 7 buts en temps milieu de terrain. Cancelo fait plus des passes décisives qu'il ne marque de buts. Mais je me dis que, sachant qu'en plus il a marqué un but en Ligue des Champions malgré tout, je me dis que face à Sheffield, il y a des chances qu'il y ait des buts. Et plutôt que de partir sur, j'avais vu un -2, donc victoire par City par minimum 3 buts d'écart qui était à 2,05, quelque chose comme ça. Alors que les 3-0, même si City en met beaucoup actuellement, c'est pas non plus gagné si l'adversaire est regroupé devant son but. Donc autant partir sur un buteur, et vu que la plupart des cotes étaient assez basses, je me dis que j'hésitais entre Gundo et Cancelo, qui sont pour moi les deux joueurs un peu étoiles du moment, avec un peu Foden. Je pars sur Cancelo, qui est encore une fois l'un des joueurs les plus intéressants du football actuel. Carrément. Ton deuxième pari, c'est donc l'Italie, avec un match entre l'Inter et Benevento, entre Conte et Pippo Inzaghi, qui ont dû se croiser à une époque d'ailleurs quand ils jouaient à la Juve, je pense, à la fin des années 90.
Quel est ton pari sur ce match? J'ai beaucoup aimé ton carrément, car tu n'avais Ouais. absolument aucune relance. Déjà, petit quiz, est-ce que vous pouvez me citer 2 joueurs qui ont joué des phases finales de Ligue des Champions qui sont aujourd'hui à Benevento? Bakary Sagna, il y a encore? Ouais, Sagna, ouais. Non. Il est parti, je crois. Il n'est plus là. Ah, Oh là, c'est très très dur là. Il y a un latéral de 38 ans. Et Maggio. un défenseur. Maggio. Oui, il y a Christian Maggio et un défenseur central de 32 ans, mais qui en faisait beaucoup plus en Ligue 1 les dernières saisons. Enfin, la dernière. En Ligue 1? Ligue 1 non, pas Nkoulou. Qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec un club de Ligue 1. Michael Siani? Non, pas possible. Il est plus vieux que ça, C'était- Michael Siani. Camille Glick. Ah, ah ouais, C'est vrai. d'accord. Il a 32 ans, Camille Glick. Camille Glick, qui n'a que 32 ans. Et selon la Je te police, crois pas. Ouais, non, là, c'est les syndicats et la police n'ont pas la même version, mais oui, oui. Il y a également, pour vous donner toutes les informations, Brian Dabo qui est là, au milieu de terrain. Et les trois ont du temps de jeu. Hein. Glick est tout le temps titulaire, Maggio joue de temps en temps, et Dabo joue régulièrement, donc voilà. Il y a devant Lapadula, l'ancien attaquant pour qui Milan était un palier un peu trop haut, et qui a depuis pris son autre nationalité, il est devenu international péruvien. Mais tout ça n'a aucune espèce d'intérêt dans tout ce que je vais dire, c'est totalement random. Benevento est 11e, mais marque quelques buts en ce moment, et mon pari, que je vais te citer tout de suite, c'est que Benevento va perdre le match face à l'Inter, parce que Benevento est moins bon, mais que Benevento va marquer un but. Donc c'est-à-dire il peut y avoir 14-2, 3-1, etc. Mais dans tous les cas, Benevento va sauver l'honneur dans sa défaite. C'est coté à 2,15, ce qui est une cote relativement abordable, qui est censée, dans un monde où tout se passe correctement, pas idéalement, mais correctement, amortir l'éventuel échec de l'autre pari. L'Inter a été muet ce week-end, ou muette, je ne sais pas trop, j'imagine muette, face à Udine, mais Benevento a une moins bonne défense. Donc voilà, et puis l'Inter va quand même gagner la plupart de ses matchs malgré tout. Un nul ne fait pas une mauvaise dynamique, surtout qu'il y a eu le match face à la Juve juste avant. Et de son côté, Benevento, après un début de saison, ça marquait assez peu, marque pas mal. Là, il y a eu 2 partout face au Torino ce week-end, défaite 4-1 à Crotone. C'est un résultat assez étonnant. Défaite 4-1 face à l'Atalanta, victoire 2-1 face à Cagliari. Il y a pas mal de buts qui sont encaissés, il y en a quelques-uns qui sont marqués, et l'Inter n'a pas une défense si imperméable que ça cette saison. Handanovic fait sa première vraie mauvaise saison depuis 15 ans. Donc voilà, le fait qu'il puisse y avoir une victoire 3-1 par exemple, avec un Lukaku qui marquerait un but au lieu de faire des fronts contre fronts comme il vient de faire il y a 10 minutes avec Zlatan. Ça, je vous conseille les images. Même si j'imagine qu'au les gens nous écouteront, ils auront vu ça, mais voilà, ça s'est un petit peu chauffé, il y a eu 2-3 insultes, etc. Mais voilà, une petite victoire en encaissant de l'Inter, c'est cote légèrement supérieure à 2. Je pense que ça conclut assez bien cet épisode, ma foi, de fort belle facture et très bien animé. Merci Christophe, parce que tu as décidé que c'était la conclusion. Ce sera la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire très vite, Florent, sur le programme à venir de Vue du Banc? On est le 26 janvier, vous écoutez ça le 27. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Eh ben, à venir, un épisode de la semaine prochaine. Reste à savoir sur quel thème on va partir. Je ne sais pas encore pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a de gros matchs ce week-end. J'en ai pas l'impression. Je crois que c'est assez calme. On a mangé des gros matchs il y a 2 épisodes. Et là, je crois que c'est plus calme désormais. Tout est tombé en même temps. Donc, on va voir de quoi on va parler. On a peut-être notre take de fin de saison à faire. Donc, ça sera peut-être ça. Et puis, de toute façon, on va attendre gentiment la reprise des Coupes d'Europe parce qu'elles ne vont plus tarder puisque c'est dans moins de 3 semaines maintenant. Il me semble que c'est mi-février. Donc voilà, ça va arriver très vite. Et en attendant, de toute façon, si vous en avez plus, vous avez évidemment tout ce qu'il y a sur Copa Arena. Alors, je veux pas te contredire complètement, Florent, mais il y a quand même quelques matchs intéressants le week-end qui vient. Marseille-Rennes, oui, qui peut être pas mal. Bon, bah, c'est pas un gros match, mais c'est un match sympa. Arsenal-Manchester en championnat, Manchester United. En Espagne, il y a Villarreal-Real Sociedad, je vais y arriver. C'est pas un énorme match, mais ça peut être sympa. Il y a Leipzig contre Bayer Leverkusen en Allemagne. Ça peut être très sympa. Qu'est-ce qu'il y a en Italie? Je vais te dire ça. Est-ce qu'il y a un truc en Italie? Bon, non, il n'y a rien de génial pour l'instant. Et le dimanche, il y a en Ligue 1, rien. Bon, rien de fou. Il y a en Espagne Barcelone-Bilbao. En tout cas, on n'est pas déçus. Le 8e Barcelone. Ah ouais, ça nous avait été bien vendu et je peux te dire que...
Écoutez, il y a le 8e Barcelone-Bilbao du mois, et il y a, si vous voulez, en Italie, pour finir, à 15h, dimanche, et après vous dormez, un Atalanta-Lazio-Rome, qui peut être sympa quand même. L'Atalanta-Lazio de Rome de la saison dernière a été extrêmement funky. Je crois que c'était un des meilleurs matchs de la saison, et je me demande si c'était un des matchs du restart d'ailleurs, en plein été. Oui, c'est ça? Oui. Un super match. C'était très très bien, ouais. Et là, ils sont à la bagarre pour la 4e place au classement, avec la Juve, qui est à la bagarre aussi pour la 4e place pour l'instant. Donc ça peut être pas mal, voilà. Le programme est bien, et vous ne me direz pas autre chose. Merci à vous deux, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vue du banc. Allez sur coparena.com, ciao. Salut. Ciao, cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.